Là, il y a un article qui dit que le responsable crypto de BlackRock ne considère pas le Bitcoin comme un actif à risque. Et c'est ce qu'on disait en off avec Théo. C'est que, bah, en fait, il y a eu un vrai changement de position avec le lancement des ETF, forcément, parce que maintenant, ils ont quelque chose à vendre. Euh, et puis, dernièrement, BlackRock avait même sorti un rapport quand vous avez présenté mercredi avec Mickaël. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Vous retrouverez la vidéo sur la playlist live. Mais on se rend compte qu'il y a un vrai changement de position de la part des instituts vis-à-vis de la crypto et plus spécifiquement du Bitcoin. Il y a des années en arrière, c'était en mode c'est une arnaque, c'est le blanchiment d'argent, c'est hyper risqué et tout. Et maintenant qu'ils sont sur le marché, bah forcément, ils créent une certaine hype et ils expliquent que il y a un intérêt d'en avoir en portefeuille parce que ça répond à certaines exigences comme la décentralisation, la résistance à la censure. Ça permet également aussi de se protéger contre l'inflation. C'est capé à 21 millions. Qu'il y a des performances quand même qu'on ne peut pas négliger depuis le départ. Qu'il y a une corrélation qui commence à se dissiper un peu plus avec les autres actifs traditionnels et que quand on fait un peu de gestion d'actifs ou d'allocation de portefeuille, dans de la gestion de patrimoine, on comprend l'intérêt d'avoir des actifs qui ne sont pas ou peu corrélés les uns avec les autres. Et ça, bah, en fait, c'est des choses qui parlent aux institutionnels. Et je trouve qu'on commence à avoir un discours qui change un peu vis-à-vis de tout ça. C'est plutôt intéressant à voir, quoi. Oui, puis surtout, ils ont lancé leur fonds et maintenant, ça t'intéresse en fait d'avoir les inflows positifs parce que maintenant, ils sont bien en place, contrairement au dernier bull run. Donc, c'est vrai que tu as les discours qui fluctuent un petit peu en fonction de leur position par rapport au marché. Forcément, comme on le dit à chaque fois, si c'est un actif qui performe bien, mais que toi, tu n'as pas de produit ou que tu peux légalement même pas proposer un produit parce que c'est interdit pour l'instant, parce que tu n'as pas les autorisations, parce que on te dit que tu n'as pas le droit de le faire, mais potentiellement, tu es un peu salty, quoi. Même si Là, tu vois c'est clair. même si tu vois l'opportunité, tu sais très bien, voilà, tu as fait tes petits trucs en off et tu te dis, ben, putain, ça pourrait quand même le coup de l'incorporer un petit peu. Tant qu'il y a la SEC ou tant qu'il y a les législateurs, les régulateurs qui te disent, toi, tu n'as pas le droit, pour l'instant, c'est que pour les autres. Bah, tu dis, ouais, bah, de toute façon, c'est nul, c'est de la merde, ça ne va pas fonctionner. Et puis, une fois que tu as lancé tes produits, que tu es bien en place, tu as les reins un peu plus solides, tu te dis, ah, bah, finalement, c'est pas mal, hein, vous avez vu. Et puis, donc, bon, il y a un peu tout cet effet-là. Et c'est vrai que par rapport, je pense aussi au dernier bull run, on dit il y a l'entrée des investisseurs institutionnels, mais il y a aussi toute leur pratique qui vient avec, c'est-à-dire un peu de fun dans les médias, on va lancer des articles, enfin, voilà, des choses qui sont assez communes dans l'écosystème traditionnel, où au final, on peut influencer un petit peu l'opinion pour amener les gens à faire l'inverse de ce qu'on veut faire nous. C'est-à-dire, si on a besoin de rentrer, que c'est trop cher, on va FUD directement. Et une fois que c'est bon, on est bien en place, qu'on a tout, qu'on est au bottom, et maintenant, il faut que ça pump pour faire un peu d'argent. Mais là, par contre, on va changer un peu de discours. Et ça, c'est pas, voilà, c'est quelque chose qui se fait de manière normale. Et je pense que c'est ce qui se passe et ce qui s'est passé un petit peu dans l'industrie crypto, au moins en partie. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres facteurs, mais c'est une pratique qui est quand même assez courante. Ils ont les moyens de le faire. Et donc, ça serait bête pour eux de ne pas le faire. Et donc là, c'est vrai que ça me fait rire à chaque fois, tu vois, dès qu'ils ont commencé, même tu vois, les grosses banques, dès qu'ils ont un produit, un service, ou dès qu'ils commencent à pouvoir toucher un petit peu aux crypto, alors là, ça change du Bah, il tout y a au de tout le l'argent à se discours, faire. hein. Donc, ouais, ils vont faire Oui, pumper leur truc, quoi. oui, non, mais voilà, donc, à chaque fois, c'est bon. Quand tu commences à comprendre un peu la mécanique, à chaque fois, c'est bon. C'est un peu la même chose. Ouais, et puis tu vois, ces news-là, en fait, c'est ce qu'on disait la dernière fois en 2022-2023, tu n'avais pas des news comme ça, hein. Quand il y avait la chute de FTX, quand tu avais tout un tas de problèmes dans la crypto et tout, tu n'avais pas un instit qui disait ouais, le Bitcoin, c'est l'avenir, c'est pas un actif à risque. C'était non, c'était même accentué et tout. Vous aviez que des mauvaises nouvelles, des mauvaises nouvelles. Et là, c'est ce qu'on vous disait depuis maintenant un certain temps. Quand on est en bull run ou quand on va repartir sur une tendance haussière et quand la majorité des gens vont commencer à revenir, des bonnes nouvelles, vous en aurez partout. Mais c'est dans ces moments-là il va falloir être capable de garder la tête froide et de prendre des bénéfices parce que si c'est pas vous qui prenez des bénéfices, les autres le feront à votre place, quoi. Donc, Et puis soyez voilà, là, on vigilants va quand peut-être même. pas, et on va pas faire tous les détails de l'article et les arguments qui font dire que maintenant c'est plus un actif à risque. Mais si quand tu lis ce qu'il raconte au final en termes de supply, en termes de comment c'est fichu, machin, c'est les mêmes fondamentaux que quand ils disaient que c'était de la merde, en fait. Ah ouais, Un c'est Bitcoin clair. Ouais, Core, ouais, ça c'est ils le sont en fond. train, ils push aucun update. Alors oui, on a eu des ordinals, on a eu Casero Dermor qui a sorti deux, trois trucs, mais qui n'ont pas changé fondamentalement comment fonctionne le Bitcoin, hein. Blockstream, Bitcoin Core, tout ça, ça fait des années qu'on n'a rien de significatif. Donc, ça veut dire que les fondamentaux n'ont pas changé depuis des années sur Bitcoin. Ce qui a changé, par contre, c'est le discours autour de les propriétés, les choses comme ça. Donc, il y a quelques années, on disait que c'était très risqué, c'était spéculatif, c'était machin, avec plein d'arguments.
Maintenant, ça a renversé complètement la balance en prenant des arguments par-ci par-là. Mais concrètement, les fondamentaux techniques de Bitcoin, il y a rien qui s'est passé entre les arguments contre et les arguments pour. Hein. Il faut le voir aussi. Et encore une fois, ça, on fait ce petit fil rouge jusqu'à arriver sur l'analyse fondamentale, parce qu'au final, les fondamentaux et bien comprendre ce qu'il y a autour, c'est quand même essentiel pour éviter de passer à travers tout ce bruit. Parce qu'au final, Là, c'est clair. regardez les articles des JP Morgan, des BlackRock, et tout ça, il y a 2, 3, 4 ans. Regardez un petit peu les arguments, regardez ce qu'ils racontent maintenant, et regardez les fondamentaux de Bitcoin. Faites la comparaison, et vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui colle pas, quoi. Bah, c'est juste qu'ils ont un truc à vendre aujourd'hui, alors qu'avant, ils avaient rien à vendre, c'est tout. Oui, on est d'accord. Ça, c'est juste ça, la grosse différence. Hein. Autre news aussi sur laquelle je voulais passer un petit peu de temps, il y a des institutions financières comme l'AID qui expérimentent des prêts garantis par Bitcoin. Donc ça arrive de plus en plus. Et je pense qu'on en aura peut-être un peu plus, en tout cas, peut-être des alternatives basées sur Bitcoin qui seront disponibles dans les prochaines années. Et tu vois, c'est aussi en lien avec la news précédente, c'est-à-dire qu'on considérait à l'époque que Bitcoin, c'était un actif à risque, et souvent ce qu'on disait, c'est que ça avait un faible historique et que c'était volatile. Là, on se rend compte que le discours commence un petit peu à changer, même si les fondamentaux, pour le coup, eux, n'ont pas changé, voire même ils se sont renforcés parce que la communauté est plus forte, on a un historique plus présent, il n'y a pas eu de gros problèmes spécifiques ces dernières années. Donc là, on se rend compte que tiens, le Bitcoin est sans doute là pour rester dans les prochaines années. Et donc, il y a des banques qui commencent à se dire, bah, OK, maintenant, on va peut-être décider d'offrir à nos clients la possibilité de déposer des cryptos en collatéral, de leur prêter de l'argent vis-à-vis de ça et de garantir des prêts, non pas par de l'immobilier ou des actifs réels, tangibles, mais par du Bitcoin, alors que c'était un truc qui était absolument pas envisageable il y a ne serait-ce que même pas 2 ans, quoi. Hein. C'était impossible d'avoir ce genre de, de proposition. Et ça, je trouve que c'est vraiment top de voir ça. Parce que dans les prochaines années, si vous êtes capable de déposer, alors je le ferai jamais par des banques comme ça, parce que vous avez toujours le risque de contrepartie, mais d'être capable d'extraire de la valeur de vos bitcoins sans le vendre et tout, il y a des avantages fiscaux, il y a vraiment des choses super que vous pouvez faire. D'autant plus si vous êtes sur un actif qui a pour vocation à prendre de la valeur avec le temps, ce qui a été le cas depuis le départ, à la fois en fiat, parce que les fiat perdent de leur pouvoir d'achat avec le temps, avec l'inflation et l'impression monétaire. Mais si vous comparez les performances du Bitcoin, non pas par rapport à du dollar, à de l'euro, mais par rapport à toutes les autres classes d'actifs, de l'immobilier, du S&P 500, du Nasdaq, de l'or ou ce que vous voulez, le Bitcoin est de moins en moins cher exprimé avec toutes ces autres classes d'actifs parce que le Bitcoin surperforme depuis des années, depuis sa création, toutes les autres classes d'actifs. Et à mon avis, c'est quelque chose qui va continuer comme ça avec le temps. Donc tout devient moins cher quand on rentre un peu comme ce que disait Saïf Dinamous sur le Bitcoin standard, quoi, sur l'étalon Bitcoin et sur le standard Bitcoin. Et c'est pour ça que c'est important de raisonner, je pense, en pouvoir d'achat et pas juste en intracycle ou juste de vous dire je vais gagner un peu d'argent, je vais m'acheter une voiture. Parce que si on regarde historiquement parlant ce qui s'est passé, tous ceux qui ont vendu leur Bitcoin, peu importe la nature, des années après, se sont retrouvés avec un bac qui était nettement plus faible et avec une valorisation, pareil encore, nettement moins importante que s'ils avaient juste fait du buy and hold pendant des années, quoi. Donc, je pense pas qu'il y a eu une personne enfin, je pense que si, ça a dû arriver, mais je pense que la majorité des gens qui ont vendu leur bitcoin, quand ils se réveillent des années après, en achetant, tu vois, je sais pas, ça peut être des téléphones, ça peut être des voitures, ça peut être même des actifs, se rendent compte des années après qu'ils auraient fait bien mieux, juste en faisant du buy and hold, sur du bitcoin. Voilà. Donc, ça, c'est une tendance pour moi qui va encore perdurer et qui va continuer avec le temps. Et ça faisait même partie d'un des lives, je sais pas si tu te souviens Théo, d'un des lives qu'on avait fait ensemble sur la réserve de valeur, où on vous avait fait un live, d'un peu plus de 2 heures, où on vous avait présenté des chiffres de Mark Moss, et notamment, Mark Moss, donc c'est un gars sur YouTube, qui avait montré que, si vous déposez, du bitcoin en collatéral, que vous en empruntez, en fait, vous pouvez, vraiment augmenter votre bague. Il y a tout un tas d'avantages fiscaux. Vous pouvez vraiment mettre une boucle, positive sur votre investissement et vivre en fait d'un actif qui est, voué de par sa nature et sa création à continuellement prendre de la valeur s'il n'y a pas de hack majeur dans les prochaines années, quoi. Ouais, c'était la stratégie. Il expliquait un petit peu plus dans le détail la stratégie de Michael Saylor, parce qu'il me semble que c'était Michael Ouais. Saylor pour le coup qui avait présenté cette stratégie. Le live avait d'ailleurs été coupé, donc il y a une partie 1, une partie 2. Il me semble que cette Ouais. partie-là, c'est justement sur la partie 2 parce que ça avait bugué à ce moment-là.
Donc, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, comme ça, vous saurez où c'est. Et surtout, il y avait des questions aussi par rapport à comment le mettre en place. On voit au final qu'il y a des solutions qui sont en train de se mettre en place. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas forcément facile pour monsieur, madame, tout le monde de mettre ses bitcoins en collatéral pour emprunter, pour pouvoir vivre, pour voilà, et avoir cette boucle virtuelle sur plusieurs années pour vivre au final de dettes que tu rembourses l'année d'après. Bref, je vous laisserai aller regarder cette partie du live si ça vous intéresse. Mais on voit qu'au final, il y a des solutions qui sont en train d'émerger. Alors, peut-être centralisées, il y a d'autres critères à prendre en compte éventuellement, mais on voit que c'est une possibilité, c'est quelque chose qui sera possible dans tous les cas dans le futur. Et autre point aussi, parce que quand tu l'as dit, ça m'y a fait penser, c'est vrai que même si on sort sur ce cycle, et je pense que je vais quand même sortir une partie de mon bag en Bitcoin, l'idée, c'est quand même de rentrer à un moment donné, tu vois, d'augmenter son bag. Et si on suit les cycles, on est là sur le long terme, une des possibilités, c'est aussi quand même d'augmenter son bag en Bitcoin petit à petit. Donc ça implique de sortir, mais ça implique aussi de rentrer. Moi, ce que je me dis, ce sera vraiment, il faudra pas louper aussi, il faudra pas être fébrile ou avoir peur au moment de rentrer sur les bougies rouges, parce qu'il y aura une période où on aura une zone d'accumulation. Alors, est-ce que ça sera autour d'un nouveau plancher autour de 60 000? Il y a beaucoup de consensus par rapport à ça. C'est pas dit qu'on descende pas un peu en dessous, mais dans tous les cas, voilà, retrouver du Bitcoin à 10 000 $ dans le futur, ça sera quand même, à mon avis, compliqué. Et il y aura un autre plancher d'accumulation pendant plusieurs mois, encore une fois, et il faudra être là pour réaccumuler du BTC, pour justement profiter de cette hausse sur le long terme. Parce que le problème, c'est il y en a beaucoup, et moi, j'ai pas envie de faire partie de cette catégorie-là, mais tu vois, qui sont pensés malins en vendant le top à 30 $ en 2011, en vendant à 20 000 $. C'est Et ça. si t'es pas rentré, au final, tu te dis, mince, ok, j'ai vendu, mais peut-être j'avais 50 ou alors peut-être 10 bitcoins à 5 000 $ quand ça commençait à pumper. Et en fait, ça arrive à chaque cycle. Il y en a qui sortent trop tôt, qui se disent, ok, peut-être j'ai vendu, je l'ai acheté à 50 $, je l'ai vendu à 3 000, génial, je suis un génie. Et 6 mois après, il a 20 000, tu dis, putain. Et là, pareil, tu vois, à chaque cycle, c'est pareil. Donc au final, il y a quand même ce côté où il faut pas, peut-être d'ailleurs toujours en garder un petit peu pour juste au cas où. Tu vois, c'est toujours en termes de pourcentage de bac qu'on vend. Et est-ce que je garde quand même mon petit bout de bac de côté, et à quel moment je rentre aussi. Donc c'est des questions qu'il faut se poser. Et c'est vrai que quand tu regardes un peu ce qui s'est passé, tu te dis, j'ai quand même pas envie de faire partie de ces personnes-là qui ont vendu tout leur bitcoin, qui sont pas rentrés et qui regardent le train passer. Et en plus, avec ton prix plancher psychologique où tu te dis, bah, attends, moi j'ai commencé à acheter à 50 $, ou peut-être même allez, 20 000 $. Eh ben, on est sur des niveaux de phase d'accumulation assez basse de ce cycle-là, tu vois. Donc à Ouais. chaque fois, en plus, ça augmente, et tu te dis, putain, je vais pas racheter du Bitcoin à 30 000, je vais pas en racheter à 60 000. Et à, et à chaque fois, tu as ton prix plancher qui augmente, et tu dis, bon, je vais pas rentrer sur ces niveaux-là. Mais oui, mais au final, tu restes un peu à côté, quoi. Mais ce que tu remarques aussi, c'est que la plupart des gens, tu vois, qui essayent de sortir et qui sortent l'intégralité de leur bike spécifiquement pour le Bitcoin, c'est très rare d'un cycle à l'autre qu'ils arrivent à en accumuler plus, ou en tout cas d'augmenter leur bike. Souvent, ce que font la majorité des gens, c'est comme tu dis, hein, ils sortent par exemple à 30 $ pour le cycle de 2011. Ils sortent à 30 $, ils disent c'est bon, c'est génial, le truc il descend à 2. Après, ils remontent sur le site de 2013, 2014, ils montent à 100, 200, 300, 400 $, 500 $. Les mecs, ils disent, ah punaise, ça augmente, je vais racheter là. Et après, en fait, ils se retrouvent avec peut-être, je sais pas, un tiers, un quart de leur bague qu'ils pouvaient avoir à l'époque, tu vois, simplement s'ils avaient juste fait du buy and hold. Et c'est ça, en fait, on se rend compte que de cycle en cycle, timer le marché, c'est quand même relativement compliqué, et que faut quand même être conscient qu'il y a plus de probabilités que vous vous retrouviez des années après en essayant de timer avec un portefeuille qui sera potentiellement plus faible que si vous aviez simplement fait du buy and hold sur plusieurs cycles, en fait. Ça, c'est la réalité qu'on voit sur le Bitcoin, et à mon avis, ça risque de continuer. Ça ne veut pas forcément dire que vous ne devez pas prendre de bénéfices, parce qu'il y a toujours une part de risque et vous devez vous protéger également. Mais ça aussi, je pense que c'est une autre facette du risque qu'il faut avoir en tête, et pas de se dire, bah, en fait, ouais, j'ai vendu, mais là, en fait, j'ai perdu, je sais pas, 2 tiers de mon bag, je suis rentré, mais j'ai perdu les 2 tiers de mes bitcoins parce que j'ai racheté un prix plancher qui est beaucoup plus élevé que ce que j'avais fait avant, et que je m'en serais mieux sorti si j'avais juste fait du buy and hold sur plusieurs cycles, quoi.